Dis à tout le monde que tu connais de supprimer l'ancienne version de toi qu'ils ont dans leur tête. Cette version de toi n'existe plus. Tu l'as détruite pour créer quelqu'un que le monde n'avait encore jamais rencontré. Cette année, il ne s'agit pas d'ajuster qui tu étais. Il s'agit de devenir la personne que tu as toujours été censé être. Parce que ce n'est pas une histoire de retour en force. C'est une véritable réinvention. Tu vas te reconstruire à partir de zéro. Cette ancienne version de toi a été supprimée. Tu es à 6 mois d'une vie complètement différente. Si tu t'investis vraiment, ça pourrait ne te prendre que 2 mois. Mais la plupart des gens ne veulent pas entendre ça, parce qu'à l'instant où tu le dis, leur cerveau dresse une liste de raisons pour lesquelles ce n'est pas possible. Mon emploi du temps est trop chargé, mon travail trop épuisant et mon compte en banque trop vide. Tu as peut-être raison, excuses et inconfort sont bien réels. La version de toi que tu imagines vit au-delà de tout ça. Tu pourrais perdre des amis. Tu pourrais décevoir ta famille. Tu pourrais te retrouver sans le sou en poursuivant ça. Tu pourrais te sentir fou. Mais rien de tout ça n'est pire que de vivre une vie dont tu sais qu'elle n'est pas la tienne. Alors voici la vérité. Tu n'as pas besoin du moment parfait. Tu as besoin d'engagement. Le temps va passer de toute façon. Alors pose-toi cette question. Veux-tu arriver dans 6 mois avec une histoire que tu as construite ou avec une excuse que tu as apprise par cœur? Tu sais, ce truc que tu veux commencer depuis un moment, mon pote, ce truc auquel tu penses depuis plus d'1 an maintenant, peut-être même plus longtemps, ça te revient en tête toutes les quelques semaines sous la douche, tu y penses aussi sur le chemin du travail. Et dans ces moments de calme, juste avant de t'endormir, tu l'as déjà planifié dans ta tête plus de fois que tu ne peux le compter. Et pourtant, tu n'as toujours pas commencé. Et chaque semaine qui passe, mon pote, l'écart entre toi et ce truc devient de plus en plus grand. Et pas parce que ça devient plus difficile, mais parce que tu commences à te convaincre que tu as trop attendu maintenant. Mais voici la vérité, mon pote. Le meilleur moment pour commencer ce truc, c'était quand tu y as pensé pour la première fois. Mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant, aujourd'hui, cette semaine, et pas avec un plan parfait. Parce que tu sais quoi, mon pote? Tout le monde commence comme ça. Parce que la version de toi qui continue à remettre ça à plus tard te coûte plus cher qu'une tentative ratée ne le pourrait jamais. Au moins, une tentative ratée te donne un retour. Elle te donne des informations. Attendre ne t'apporte rien à part encore plus d'attente. Et tu sais très bien ce que c'est, mon pote. Tu l'as toujours su. Et la seule question qui est jamais comptée, c'est de savoir si tu vas continuer à laisser ça vivre uniquement dans ta tête ou si tu vas enfin le laisser exister dans le monde réel. Commence cette semaine. Pas parfait. Commence juste. Comment définis-tu la grandeur? Je pense que la définition de la grandeur, c'est d'inspirer les personnes autour de toi. Mes parents étaient formidables. Tu sais, en grandissant, ils m'ont inculqué l'importance de l'imagination, de la curiosité. Comprendre que, d'accord, si tu veux accomplir quelque chose, je ne vais pas simplement rester là et dire « oui, tu peux faire tout ce que tu veux ». Oui, tu peux, mais tu dois aussi fournir des efforts pour y arriver. En grandissant, tu penses qu'en tant qu'enfant, tout est possible si tu fais les efforts nécessaires pour y arriver. Tu sais, tu grandis avec cette croyance fondamentale. Mon père a eu beaucoup d'influence à un moment vraiment crucial pendant un été où j'ai joué au basket quand j'avais 10 ou 11 ans. Et voilà que j'arrive, je joue et je ne marque pas un seul point de tout l'été. Je n'ai marqué aucun lancer franc, rien du tout, pas un tir chanceux, pas un panier facile en contre-attaque, 0 point. Et je me souviens d'avoir pleuré à cause de ça et d'en avoir été très contrarié. Mon père m'a pris dans ses bras et m'a dit « Que tu marques 0 ou 60 points, je t'aimerai toujours ». C'est la chose la plus importante que tu puisses dire à un enfant. Ça m'a donné toute la confiance du monde pour échouer. Peu importe tout cela, je vais marquer 60 points. Dès lors, je me suis concentré, travaillant et m'entraînant sans relâche. Je crois que c'est là que l'idée d'avoir une vision à long terme est devenue essentielle, car je ne pourrais pas rattraper ces enfants en une semaine, ni même en un an. C'est là que je me suis assis et que je me suis dit « D'accord, ça va demander d'essuyer quelques échecs ». J'ai commencé une liste de choses. L'été suivant, j'étais un peu meilleur. Je ratais des tirs ouverts et devais tirer vite car ces jeunes sont beaucoup plus athlétiques. Donc c'est une simple question de mathématiques. Si tu veux devenir un grand joueur, si tu t'entraînes chaque jour, 2-3 heures chaque jour sur une année, à quel point tu t'améliores? Si tu t'entraînes de façon obsessionnelle 2-3 heures chaque jour pendant 1 an, pendant 2 ans, tu fais des bonds de géant. Sois présent chaque jour, fais le travail. Il me regardait comme si, OK, ce gamin était fragile, non? Il vient de la banlieue de Philadelphie.
Ils pensaient qu'ils pouvaient jouer physique ou m'intimider et de faire tout ce genre de choses, ce qu'ils pouvaient faire. Maintenant, je me dis, ok, bon, vous essayez de m'attaquer. Comment vais-je vous attaquer? L'une des choses que je faisais, c'est que pendant que tout le monde était à la cafétéria, en train de manger et de faire d'autres choses, moi, je retournais simplement à la salle de sport. Ouais, je viens peut-être de la banlieue, mais tu ne vas pas travailler plus dur que moi. Regarde les choses dans leurs plus petits détails. Souvent, le jeu s'accélère vite. Mais si tu t'entraînes à regarder des heures et des heures de vidéos, le jeu ne va plus aussi vite. Je veux dire, c'est une obsession qui vient avec ça. Tu veux que les choses soient aussi parfaites que possible, tout en comprenant que rien n'est jamais parfait. Le défi est de les rendre aussi parfaites que possible. Alors, comment pouvons-nous apprendre à nos enfants ce que cela signifie de travailler dur? Eh bien, on le fait par l'entraînement, non? Donc, quand je me lève le matin, ma fille vient avec moi. 4 heures du matin, ma fille de 15 ans m'accompagne, c'est un moment père-fille où elle apprend la valeur du travail acharné. Donc, c'est à travers ces comportements, c'est là que je trouve la motivation. Qu'est-ce que ça te fait de perdre? Oh, c'est excitant, parce que ça veut dire que tu as différentes façons de t'améliorer. Il y a certaines choses que tu peux comprendre et dont tu peux tirer parti, non? Certaines faiblesses ont été révélées. La réponse est là, il suffit de les regarder. C'est un processus constant. C'est excitant quand tu gagnes, c'est excitant quand tu perds, parce que le processus devrait être exactement le même. La chose la plus difficile, c'est d'affronter ces choses-là. Je crois que c'est la peur de repartir de zéro. Quand tu joues pendant 20 ans, moi j'ai joué pendant 20 ans, tu atteins un certain niveau, tu te dis, d'accord, attends une minute, je dois recommencer à la base d'une montagne et essayer d'en atteindre le sommet. D'abord, quelle montagne est-ce que je grimpe? Je ne sais même pas, genre, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Ce qui m'a vraiment aidé, c'est de m'être blessé au tendon d'Achille, parce que ça m'a forcé à m'asseoir et à me dire, d'accord, aujourd'hui pourrait être le jour où ta carrière se termine. Je me suis d'abord demandé quel est le plus gros secteur dans lequel je peux me lancer, mais c'était une mauvaise question. Je me suis dit d'arrêter de penser ainsi, tu vois mal les choses. Pourquoi as-tu commencé le basket? Parce que j'adorais ça. Ben, qu'aimes-tu faire? Oh, j'adore raconter des histoires. Très bien, faisons ça. Je pense que ce sont les histoires qui font avancer le monde. Rien dans ce monde ne bouge sans histoire. Je pense que c'est la racine de tout. Pour rendre le monde meilleur, l'histoire est un bon point de départ. Citation de l'un de mes professeurs d'anglais à Laura Marion, nommé Monsieur Fisk. Il avait une excellente citation qui disait « Repose-toi à la fin, pas au milieu ». Et c'est quelque chose que j'ai toujours suivi. Je ne vais pas me reposer. Je vais continuer à avancer maintenant. Il y a beaucoup de réponses que je n'ai pas, même des questions que je n'ai pas. Mais je vais juste continuer. Je vais simplement continuer et j'éclaircirai tout ça au fur et à mesure, d'accord? Et tu continues à avancer comme ça. Donc j'essaie de vivre selon ce principe tout le temps. J'avais un très bon ami. Je suis allé déjeuner et il m'a dit « Je ne sais pas qui est ce gars en face de moi ». Puis il a demandé « Honnêtement, pourquoi es-tu reconnaissant en ce moment ?» Et pendant le déjeuner, j'ai répondu « Rien du tout, rien mon frère. Il n'y a rien de bon dans ma vie en ce moment. » Et je n'exagère rien en te racontant ça, c'est une histoire vraie. Pendant que je prononçais ces mots, 2 personnes sont entrées avec un homme plus âgé. Les 2 femmes luttaient visiblement contre le cancer, ayant perdu leurs cheveux. L'une portait un bonnet et elle marchait difficilement. Elles sont toutes les 2 passées devant notre table et m'ont adressé le salut le plus chaleureux, le sourire le plus chaleureux qu'on puisse recevoir d'une inconnue. Il dit « C'est pathétique, tu n'as rien dans ta vie pour être reconnaissant en ce moment ?» Sur le chemin du retour, sans plaisanter, j'ai commencé à accumuler les raisons d'être reconnaissant. J'ai commencé l'inventaire car si tu trouves des raisons d'être reconnaissant dans cet état, ta vie sera vraiment riche quand il y aura vraiment des choses extérieures pour lesquelles être reconnaissant. Donc mon premier mécanisme pour sortir de cet état, c'était honnêtement d'énumérer les choses pour lesquelles j'étais reconnaissant. Et j'ai commencé à le renforcer encore et encore. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a ce système réticulaire activateur dans notre cerveau, tu vois.
Et tout à coup, parce que c'était le message que je me donnais à moi-même, toutes ces choses commencent à apparaître dans ma conscience, des choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Je commence à attirer à moi certaines personnes que j'avais besoin de rencontrer dans ma vie. Et ça, c'était l'étape suivante. J'ai commencé à voir des choses pour lesquelles être reconnaissant. Ma santé, ma forme physique, les gens qui m'aimaient. Et ce que ça a fait, c'est que ça a changé mon état d'esprit. Après avoir cultivé la gratitude, j'ai modifié mes routines du matin et du soir. Et donc, d'une certaine manière, en prenant le contrôle de mon début de journée et en prenant le contrôle de ma soirée, j'ai réussi à avoir un certain contrôle sur le milieu de ma journée. J'étais quelqu'un de complètement dépassé à cette époque, c'est-à-dire ceci. Je me réveillais inquiet, stressé, anxieux, et je commençais immédiatement à penser à une facture que je devais payer, à quelque chose qui n'allait pas. Et je suis dans un état de réaction dès le début, je parle dans les 6 premières minutes après mon réveil, voire 6 secondes. La plupart des gens qui écoutent ça, c'est ce qu'ils font. Je me suis dit qu'il fallait contrôler ma matinée, alors j'ai instauré des routines. Peut-être m'ont-elles servi ou non, mais c'était des choses que je pouvais faire pour moi. Ce que tu ne détestes pas, tu finis par tolérer. Et je pense que ça décrit la vie de la plupart des gens. En d'autres termes, leur médiocrité devient une sorte d'asphyxie lente. C'est presque comme un anesthésiant. Avec le temps, on s'habitue et devient insensible à la médiocrité que l'on incarne. Je sais que c'est vrai pour moi, sûrement pour toi aussi. Avec le temps, on minimise notre situation. Je dis que je suis un peu enrobé au lieu de dire clairement que je suis un gros tas. Tu n'exagères pas à quel point la douleur devrait t'affecter. Donc, ce que ça veut vraiment dire, c'est que tu vas obtenir de ta vie ce que tu es prêt à accepter. Je pense que c'est vraiment difficile pour les gens de comprendre que ce que tu penses valoir et ce que tu es prêt à tolérer, c'est exactement ce que tu vas attirer dans ta vie et ce à quoi ta vie extérieure va ressembler. Et donc, je vis selon ce principe. Je me laisse ressentir la douleur et la difficulté de ne pas être là où je veux être, peu importe le domaine, que ce soit ma spiritualité, mes relations ou mon argent. Je me laisse ressentir cette douleur parce que, comme tu le sais, il y a 2 moteurs, n'est-ce pas? Il y a la recherche du plaisir, le fait de vouloir obtenir quelque chose, poursuivre un rêve, mais il y a aussi l'évitement de la douleur. Et pour beaucoup de champions, c'est une force motrice assez importante pour eux. Donc, au moins pour moi, j'utilise ces 2 leviers pour me pousser à passer à l'action. Les gens pensent souvent « je serai heureux quand ». Une fois que j'aurai cette grande et magnifique maison, ou une fois que j'aurai cette voiture, ou une fois que j'aurai cette relation ou une certaine somme d'argent, alors je m'autoriserai un peu de bonheur. Le problème, c'est que la ligne d'arrivée recule sans cesse. On ne l'atteint jamais. De plus, beaucoup pensent que profiter de la vie maintenant leur ferait perdre leur motivation. Autrement dit, s'imposer constamment de la douleur ne préserve pas l'ambition. En réalité, il n'y a aucune corrélation entre les deux. Il n'y a pas de lien entre la douleur constante et la perte de motivation. C'est pourquoi je parle d'un état d'heureuse insatisfaction. Le meilleur exemple, c'est si tu as déjà... Moi, j'adore un bon repas, tu vois. Quand je croque un excellent steak, si tu aimes ça aussi, cette première bouchée, c'est le bonheur, non? Il n'y a aucune corrélation entre le fait que ce soit délicieux et ton absence d'envie pour la bouchée suivante. En fait, ce bonheur te donne envie d'en avoir encore plus. Et donc, plus on commence à s'offrir des moments de bonheur, on ne va pas perdre notre insatisfaction. On ne va pas la perdre. Et donc, pour moi, notre cerveau, cette décharge de dopamine que tu ressens quand tu réussis quelque chose, si tu t'empêches toujours de ressentir cela, ton corps, biomécaniquement, aura de moins en moins envie d'atteindre le prochain rêve ou niveau. Et c'est pour ça que tant de gens stagnent dans la vie. Ils sont arrivés à un certain point et se sont privés eux-mêmes du bonheur, de la célébration. Il est important que nous célébrions nos victoires. Nous célébrons nos vies parce que cela nous donne envie de la prochaine bouchée. Ça nous rend plus affamés, pas l'inverse. Je veux vivre dans la gratitude et le bonheur maintenant, sans attendre un futur incertain. La confiance en soi, c'est vraiment se faire confiance. Donc, la première chose, c'est que les personnes que je connais qui sont vraiment heureuses sont très conscientes d'elles-mêmes. En fait, les meilleurs entrepreneurs que je connais sont très conscients d'eux-mêmes. Ils sont conscients de leurs faiblesses, n'est-ce pas? Ils veulent les améliorer. Ils veulent constamment atteindre la prochaine version d'eux-mêmes. Pour moi, la confiance en soi vient du fait que je ne l'avais pas. Je pense que chaque fois que vous voyez quelqu'un comme vous ou moi qui paraît confiant aujourd'hui, c'est parce que j'ai dû trouver des outils et ressources, car j'étais très peu sûr de moi, timide et introverti. J'ai donc cherché des techniques et ressources pour me développer. Pour moi, c'est simple. Ce sont les promesses que je me fais et que je tiens. Si j'ai l'habitude encore et encore d'empiler les unes sur les autres, les promesses que je me fais à moi-même, pas aux autres. En d'autres termes, dès que tu commences à te tourner vers l'extérieur dans ta vie, à t'inquiéter de ce que les autres pensent de toi, tu perds tout contrôle.
Et ça ne te remplit jamais. L'admiration des gens, la gratitude des gens envers toi ne te remplira jamais. C'est la tienne, c'est à l'intérieur de toi. Donc pour moi, la confiance en soi vient du fait de tenir les promesses que je me fais à moi-même. Et l'autre partie, c'est d'être conscient que je le fais. En d'autres termes, la plupart des gens ne se reconnaissent pas assez de mérite tout le temps. Ils sont très conscients de ces 20% de choses et pas conscients des 80, tu vois? Et c'est pour ça que le dosage est aussi très important. Tu as tout compris. Ça devrait être 80, 20, non? Les gens deviennent accros à ça. Je ne suis pas bon là-dedans. Les gens n'aiment pas ça chez moi. Je ne me sens pas bien. Au lieu de se concentrer sur les 80 et d'accumuler « Waouh, j'ai mangé ce que j'avais dit que j'allais manger aujourd'hui. Je me suis levé quand j'avais dit que j'allais me lever. J'ai passé le nombre d'appels prévus. J'ai traité les gens comme je m'étais promis de le faire. » Ce n'est pas seulement agir, mais aussi se récompenser en prenant conscience et en l'accumulant. Quand je travaille avec des athlètes, les athlètes qui réussissent avec qui je travaille, quand ils traversent une mauvaise passe, ce n'est jamais parce qu'ils ne peuvent plus frapper une balle, réussir un tir ou manier un club de golf. Ils ont perdu leur confiance en eux. En chemin, ils ont perdu la capacité de se concentrer sur leurs points forts et de compter les promesses qu'ils tiennent envers eux-mêmes. Je ne les aide pas à sortir de leur mauvaise passe en corrigeant leurs gestes ou en les rendant positifs. C'est en leur faisant reconnaître les petites promesses, arriver tôt à l'entraînement de frappe, frapper ce saut de balle supplémentaire, commencer à se récompenser pour les promesses supplémentaires qu'ils tiennent envers eux-mêmes, cela les remet en confiance. Tout à coup, ils frappent la balle parfaitement. Quelle est ta plus grande peur irrationnelle, hormis celle de l'échec? Je suppose de ne pas être à la hauteur. Imagine un instant un monde dans lequel tu es unanimement adoré par des millions de personnes, mais tu te détestes toi-même. Es-tu heureux? Chaque homme veut juste entendre « Je sais que tu peux être plus, mais tu es déjà assez bien tel que tu es. » Admets-le, tu n'es pas comme eux, tu n'en es même pas proche. Mais il semble que plus tu essaies de t'intégrer, plus tu te sens comme un exclu. Des gens qui ont tellement peur d'être brisés par leurs sentiments qu'ils ne se laissent jamais façonner par eux. Ne pas être assez bien. Et je ne sais pas pour qui. Je ne sais pas qui je suis. J'ai peur de ne pas être assez bien pour quelqu'un ou de ne pas être suffisant. Le sentiment que tu dois toujours faire tes preuves. Tu dois toujours offrir quelque chose au monde pour qu'il t'aime en retour. Et maintenant, imagine un monde où tout le monde ne t'aime pas, mais où tu t'aimes toi-même. Je propose que l'amour de soi te rendrait plus heureux. Tu seras génial, mais tu n'es pas obligé de l'être. Et même si tu restes simplement où tu es, je serai juste là à côté de toi. Nous cherchons tous un sentiment d'accomplissement, mais nous ne nous permettons jamais vraiment de savourer les petits moments d'accomplissement que nous rencontrons en chemin. Alan Watts a cette idée. Si nous sommes trop absorbés par l'idée d'améliorer nos vies, nous pouvons complètement oublier de les vivre. Ce sentiment fréquent que votre vie n'a pas commencé, que votre présent n'est qu'un prélude à un avenir idéal. Cette idylle est un mirage qui disparaîtra en s'approchant, révélant que le prélude précipité menait en réalité à votre mort. Et c'est là la vérité dérangeante. En vieillissant, les jours passent vite car nous ne les retenons pas. Et nous ne nous souvenons pas de nos journées parce que nous n'avons rien fait de mémorable avec elles. Nos journées sont vite oubliées. Par conséquent, nous les oublions. La monotonie est l'ennemi d'une vie dont on se souvient bien. Donc, pour ralentir le temps, vous devez donner à votre cerveau une raison de prêter attention. Mener une vie bien remplie, c'est vivre de nombreuses expériences variées dont on se souviendra plus tard. Cela signifie que vous devez commencer à dire oui à davantage de nouveautés et non à ce qui se répète. Dire oui vous garantira de créer des souvenirs nouveaux et potentiellement intenses. Bien sûr, il peut être plus facile de rester sur le canapé plutôt que de sortir, mais vous savez que vous ne vous souviendrez de rien si vous passez encore une soirée à regarder Netflix, alors que vous aurez plein de souvenirs si vous sortez faire quelque chose de nouveau. Immergez-vous dans ce à quoi vous consacrez votre temps.
Planifiez régulièrement de nouvelles expériences, échangez avec d'autres personnes, dites oui aux aventures dès que vous le pouvez, promenez le chien par un autre chemin, visitez une nouvelle ville ou essayez un nouveau café. Ce sont tous des investissements dans la mémoire dont la personne que vous serez pourra récolter les dividendes. Chaque jour, vous pouvez vous poser la question « Qu'ai-je fait aujourd'hui qui se démarquera dans ma mémoire ?» Et plus vous pouvez répondre clairement à cette question, plus le temps semblera passer lentement. Finalement, vous allez finir par repenser à votre vie. Vous aurez le choix entre contempler une magnifique galerie d'art variée à perte de vue et traverser un couloir gris et monotone, parsemé des fantômes, des danses TikTok et des séries Netflix. Si vous rendez votre vie mémorable, vous vous en souviendrez. Tu fais ça pour toi. Et c'est quelque chose que je n'ai réalisé que relativement récemment, mais après un certain niveau de confort matériel, la seule personne pour qui tu dois faire ça, c'est toi. Ta conscience sait quand tu es honnête et quand tu ne l'es pas. Je pense que chercher à rendre cette personne, cette conscience heureuse est vraiment une bonne idée. Tu devrais essentiellement être la personne que ta mère pense que tu es ou la personne que ton moi plus jeune voulait comme modèle. Courageux, audacieux, sincère, honnête, vertueux, animé d'un feu sacré. Il y a cette citation des anciens Grecs qui dit « Vis comme si tous tes ancêtres vivèrent à nouveau à travers toi ». Nous jugeons les gens en fonction de la quantité de vie qu'ils peuvent tolérer, de la quantité de sentiments qu'ils peuvent gérer, porter et apprécier. Et c'est quelque chose que nous devrions tous essayer d'avoir davantage en nous, être cette personne que notre moi plus jeune aurait voulu comme modèle. La peur ne vous protège pas, elle vous emprisonne. Tout ce que vous craignez établit les limites de votre liberté. Si vous avez peur du vide, vous restez en bas. Si vous avez peur des autres, vous restez seul. Et avec une telle asymétrie, vous pouvez avoir des pensées à raison de 4000 mots par minute. Vous êtes souvent paralysé en pensant trop aux conséquences négatives. Je voudrais... Comme si ces 4000 mots par minute ne parlaient que des belles choses qui pourraient m'arriver dans la vie. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. L'affection est impossible. Roger Federer a disputé 1526 matchs en simple au cours de sa carrière. Il en a remporté près de 80%. Mais il n'a remporté que 54% de tous les points qu'il a joués. 80% des matchs gagnés. Et il n'a remporté que 54% de tous les points qu'il a disputés. Ce qui signifie que même l'un des plus grands de tous les temps perdait presque 1 point sur 2. Je pense que la leçon ici, c'est de traiter chaque tentative comme si elle comptait, puis de passer à autre chose. Que ce soit une faute directe ou un coup gagnant imparable, ça reste quand même un seul point. Une relation ratée, une interaction embarrassante, un réveil tardif. Ça reste quand même un seul point. Ce qui compte le plus, c'est la rapidité avec laquelle tu te relèves et où tu termines à la fin, pas comment tu t'en sors maintenant. Et je pense que c'est l'une des meilleures questions à se poser lorsqu'on est confronté à une décision. Qu'est-ce que toi de demain voudrais que toi d'aujourd'hui fasses ? Et la raison pour laquelle c'est si efficace, je pense, c'est que ça dépersonnalise la décision, ça t'aide à te traiter comme un ami que tu as la responsabilité d'aider. Ça t'oblige à privilégier le long terme plutôt que la satisfaction immédiate. Ça te rappelle qu'en fin de compte, les décisions ne sont pas prises pour toi maintenant. Elles sont prises pour toi dans 24 heures, dans 24 jours et dans 24 mois. Nos décisions sont des investissements que nous faisons dans notre avenir. Optimisés pour satisfaire tes désirs sur le moment, au détriment de ce que tu ressentiras et de l'histoire que tu te raconteras sur toi-même dans le futur, est rarement une bonne affaire. Parce que tu vis avec l'histoire de tes décisions bien plus longtemps que leur impact. Tu dois être très très prudent quant à ce que tu investis dans l'histoire future que tu te raconteras sur toi-même. Hommage à ceux qui doutent d'eux-mêmes. La croyance précède-t-elle l'action ou l'inverse ?
Faut-il croire que l'on peut faire quelque chose avant de pouvoir le faire ? Faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives est une option, mais c'est incroyablement difficile si tu es introspectif, que tu as peu de confiance en toi et des exigences élevées. Alors pourquoi ne pas essayer de réussir jusqu'à ce que tu y crois ? Voici quelques leçons que j'ai apprises. On peut penser ne pas mériter quelque chose et pourtant l'avoir. Tu peux être convaincu que tes efforts vont mal tourner et pourtant réussir. Tu peux t'accrocher, t'inquiéter, gâcher le plaisir sans raison, et malgré tout, les choses peuvent bien se passer. On peut manquer de confiance et se présenter quand même. Tu peux vouloir mieux sans savoir à quoi cela ressemble. Tu peux douter du processus, remettre en question ton talent, ne pas être sûr de faire des progrès, dénigrer tes accomplissements, avoir en permanence l'impression de ne pas travailler assez, peu importe à quel point tu travailles dur, tu ne t'accordes jamais de pause, tu n'arrives pas à ressentir pleinement de la gratitude, tu es terrifié à l'idée de ne jamais atteindre tes objectifs, et tu peux quand même finir à un endroit que toi, à 20 ans, n'aurais jamais imaginé atteindre. La confiance en soi est surestimée. Accumule des preuves, dit Ryan Holiday. Se plaindre de la difficulté de quelque chose, du temps que ça prend, de la difficulté du fait que les gens autour de toi ne te croient pas, ou que personne ne te donne le soutien que tu veux, ou que tu pensais que ça ne prendrait pas autant de temps. Le fait que cela arrive fait partie du processus. C'est le prix à payer pour avancer. C'est le prix à payer pour accéder à ce que tu veux accomplir. Parce que si ce n'était pas le cas, ça n'arriverait pas. Et une grande partie de la souffrance, d'après ce que je vois, vient du fait que tu luttes contre l'existence même des difficultés. Il y aura toujours des problèmes, continuellement, pour toujours. Et il n'y aura jamais un jour où tu ne te réveilleras pas sans devoir gérer, négocier ou amadouer pour t'en sortir. Se rappeler que ce n'est pas censé être facile est un bon rappel. Ne sois pas si obsédé par la victoire que tu oublies ce que ça fait de gagner. Ton sentiment dominant quand les choses se passent bien, c'est le bonheur et la satisfaction ou plutôt le soulagement. Est-ce de la joie ou simplement l'atténuation de la peur ? Tu réalises qu'après avoir gagné pendant un certain temps, la façon dont tu gagnes compte plus que le simple fait de gagner. Ce que tu ressens pendant l'événement est plus important que le résultat de l'événement. La façon dont les personnes qui lisent dans ton travail sont impactées est plus importante que le nombre de personnes impactées. Tu ne peux pas être tellement terrifié par l'échec que même le fait de gagner en devienne misérable. Conseil pour soutenir les hommes. Ils veulent viser haut sans se sentir insuffisants s'ils n'atteignent pas tout à fait leur objectif. Les hommes veulent que leur souffrance soit reconnue et appréciée sans qu'on les ménage à l'excès ou qu'on les infantilise et qu'on les fasse se sentir faibles. Les hommes veulent croire qu'ils peuvent être plus sans avoir l'impression de ne pas déjà être suffisants. Les hommes veulent s'ouvrir sans jugement et être soutenus sans se sentir brisés. Les hommes veulent être aimés pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils font. La question que chaque homme s'est posée est « Comment puis-je me fixer des objectifs ambitieux qui me poussent à réaliser mon potentiel sans me sentir inférieur si je n'y arrive pas dès demain ?» Et le désir de s'aimer soi-même et de viser la haute performance entre en conflit dans l'esprit de chacun. Je pense que la plupart des hommes souhaitent un mélange d'encouragement à avoir confiance en eux et de soutien bienveillant. Inévitablement, ces deux choses entrent en conflit. En gros, chaque homme veut juste entendre « Je sais que tu peux aller plus loin, mais tu es déjà assez tel que tu es. » Et même si tu restes simplement là où tu es, je serai juste là, à côté de toi. Tu seras génial, mais ce n'est pas nécessaire. Et je suis avec toi quoi qu'il arrive. Si toi, en tant que personne proche d'un homme dans sa vie, peux lui dire ces deux phrases. Je me demande à quel point peu d'hommes ont déjà entendu ça. Je sais que tu peux aller plus loin, mais tu es déjà assez tel que tu es. Et même si tu restes simplement où tu es, je serai juste là à côté de toi. Si tu trouves une fille et qui croit en tes rêves plus que toi-même, qui te donne envie d'être un meilleur homme, qui est prête à travailler à tes côtés pour y arriver et qui est reconnaissante pour tout ce que tu as, épouse-la tout simplement. Ta relation devrait te donner l'impression d'être chez toi.
Ça devrait ressembler à une maison avec un toit solide et des fondations robustes, et il y a toujours des trucs qui lui tombent en dessus, la pluie s'abat, il y a des intempéries, il fait chaud, il fait froid. Mais à l'intérieur de cette maison, c'est le seul refuge sûr que tu as. Tu peux perdre ton travail, ton statut, ta situation financière peut s'effondrer, ta santé peut se détériorer, tes amis peuvent te quitter, mais tu as ce seul endroit sûr et il se trouve dans une autre personne. C'est en elle. Et si tu ne peux pas être toi-même avec cette personne, toute la maison n'existe pas. René Brown a cette phrase « Sans vulnérabilité, il n'y a pas de courage ». S'il n'y a pas d'incertitude, pas de risque, pas d'exposition, tu n'es pas vraiment courageux parce qu'il n'y a rien en jeu. Nous sommes si prompts à louer la répression comme une force. Nous appelons ça du contrôle. On appelle ça la discipline et on prétend que le détachement émotionnel est un signe de maturité. Mais vivre pleinement sa vie, c'est vraiment ressentir ce qui se passe, putain. Pas seulement faire semblant de rester calme pendant que quelque chose en toi se brise en silence. Des symptômes différents d'une même maladie. Des personnes qui ont tellement peur d'être brisées par leurs émotions qu'elles ne se laissent jamais façonner par elles. La vraie peur, ce n'est pas seulement l'émotion elle-même. C'est aussi ce que cette émotion risque de ne pas recevoir. Nous ne craignons pas la tristesse, mais d'être triste devant quelqu'un qui hausse les épaules. Nous n'avons pas peur du chagrin. Nous avons peur de faire notre deuil et d'être jugés pour cela. C'est cet abandon que nous essayons d'éviter. Même si nous savons que ressentir nos émotions est plus courageux que de les nier, les gens autour de nous pourraient quand même nous juger pour nous être ouverts. Alors nous gardons les choses cachées. Non pas par envie, mais parce qu'on ne veut pas se sentir seul quand on se confie. Les hommes, selon moi, ont encore plus de difficultés avec cela. Car presque toutes les définitions de la masculinité incluent une forme de contrôle émotionnel comme principe fondamental, ce qui rend encore plus difficile pour un homme d'être fier de montrer ses émotions. Mais on ne peut pas se connecter au monde, ni à qui que ce soit, si l'on ne se montre jamais vraiment tel que l'on est. L'intimité n'existe que dans la mesure où l'on se révèle, où l'on montre sa tristesse, sa colère, sa joie, ses désirs, ses limites. Lorsque tu caches tes défauts ou tes sentiments par peur d'avoir honte, tu bloques l'intimité et l'authenticité. Plus tu t'exposes, plus tu es proche. Moins tu montres, plus tu deviens distant. Lequel veux-tu choisir ? La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, c'est un acte de rébellion. Ce n'est pas le fait de moins ressentir qui te rend fort. C'est la quantité de choses que tu peux affronter tout en restant ouvert. Le monde appartient aux optimistes, parce que si tu veux accomplir quelque chose de grand, tu dois croire que c'est possible, sinon ça n'arrivera jamais. Sean Puri dit que les cyniques ont raison et que les optimistes deviennent riches. 99% dans le vrai, 100% dans l'erreur. Ils ont raison 99% du temps, mais ils ont tort à 100%, car seul le gros coup final compte. Ta famille et tes amis diront que personne ne sera assez bien pour toi, sauf quand tu trouveras celle que tu épouseras, ou que ton idée de business échouera et tu pourrais essuyer 9 échecs. Mes 9 premières entreprises me n'ont vraiment rien donné. 9, c'est-à-dire que la première, j'y ai passé du temps, ça a échoué. La deuxième, celle-ci sera différente. J'y ai passé du temps, échec. Et puis la troisième, celle-là, échec, puis encore 6 autres après ça. Et c'est vraiment douloureux parce que tout le monde te dit tout le temps « je te l'avais dit ». Et ils ont raison. Aujourd'hui, mais pas pour toujours. Les problèmes font partie de la vie, ce n'est pas un défaut. Il n'y aura jamais de moment où tu n'auras plus de problèmes. Quoi ? Tu pensais vraiment qu'un jour tu allais te réveiller et ne plus jamais avoir de problème, comme si tu terminais un jeu vidéo et que tu passais à une carte où il n'y a plus rien ? Est-ce que tu aurais payé le prix à l'époque pour les connaissances et les progrès que tu as aujourd'hui ? Si c'est le cas, aie confiance. Toutes les difficultés que tu traverses en ce moment te mèneront vers une meilleure version de toi-même à l'avenir. Le défi auquel tu fais face est un cadeau. Et accepter l'inconfort, c'est comme si tu l'invitais à entrer en le remerciant pour l'opportunité d'apprendre et de réfléchir parce que cela te rend meilleur.
Quelle que soit la négativité qui envahit tes pensées, cela n'aura probablement plus d'importance dans 3 mois. Donc tu sacrifies ta joie et ta présence dans l'instant pour un problème dont tu ne te souviendras même plus à l'avenir. Donc l'immortalité est littéralement la seule existence où l'on peut se permettre d'être aussi désinvolte avec les jours qu'on vit. Arrête de prendre les choses aussi au sérieux. Personne ne sortira vivant de ce jeu, littéralement. Dans 3 générations, personne ne se souviendra même de ton nom. Et si ça ne te donne pas la liberté de laisser tomber tes putains de problèmes et de trouver un peu de joie, je ne sais pas ce qui le fera. La vie est intrinsèquement ridicule. Et elle finira forcément tôt ou tard. Alors autant profiter du voyage. Si tu veux exceller, cette sensation de brûlure, c'est le fait d'accepter que tu as merdé quelque part, que tu n'es pas aussi avancé dans le parcours que tu le voudrais. Et ce que tu dois apprendre à faire, si tu veux exceller, c'est apprendre à laisser brûler cette sensation. Et même si ton impulsion va être de t'en détourner, de ne pas y faire face, de l'apaiser en disant que c'est eux, que c'est leur faute, que c'est eux qui ont tout gâché. J'ai grandi au mauvais endroit. Peu importe l'excuse que tu utilises pour essayer de te dédouaner du fait de ne pas être là où tu veux être, au lieu de dire en fait le pouvoir, c'est la capacité de laisser brûler. Non seulement c'est possible, mais c'est probablement le meilleur moment pour le faire. Quand les circonstances et les situations nous mettent la pression, la seule façon de les surmonter, c'est de se tourner vers l'intérieur pour commencer à poser des questions vraiment puissantes, en ayant conscience que cette présence universelle et sa loi répondront à toute question que vous poserez. Donc, si vous êtes dans une situation qui vous met la pression et que vous demandez « Qu'est-ce qui essaie d'émerger dans ma vie ? Quel est le don que j'ai à partager ? Quelle est ma raison d'être ? Pourquoi suis-je ici sur cette planète ?» Pas seulement « Comment puis-je payer mon loyer ?» Pas seulement « Comment puis-je faire cesser la douleur ?» Posez des questions puissantes. L'univers répondra à ces questions dans un langage et d'une manière que vous pouvez comprendre. Qu'est-ce que c'est? Quel est ce pouvoir unique que vous avez ici et maintenant et qui peut changer tout le monde? Vous l'avez, je l'ai, nous l'avons tous. Ce pouvoir individuel unique peut tout changer dans notre vie, peu importe ce qui nous est arrivé. Je veux en trouver plus. Tout ce que je peux. Et dans ce sac de merde, tu dois plonger dedans pour en trouver plus. Si tu n'es pas prêt à te confronter, je pourrais trouver n'importe quoi. Tu peux vivre juste ici en surface, mec, juste ici en surface. Donc s'il existe une fin au monde, un lieu où aller et un jugement à venir, tu t'y rendras, tu pourrais voir un tableau. Et ce tableau pourrait te dire qui tu aurais dû être. Et maintenant, tu as le reste de ta vie pour y penser. Mec, j'aurais pu avoir une vie bien meilleure. J'aurais juste souffert un peu plus. Quelle que soit votre réponse, vous pouvez le faire dès maintenant, à partir d'aujourd'hui, pas vrai? C'est encore possible. Commencez tout de suite. Donnez du pouvoir au présent grâce au futur. Rien ne vous empêche de le réaliser dès maintenant. Vous n'êtes pas obligé de ressentir cela à 70 ans. Vous n'êtes pas obligé de ressentir cela à 80 ans. Commencez dès maintenant et vous ne ressentirez jamais cela. Vous pouvez agir immédiatement. Même si cela semble impossible, vous pouvez commencer à y travailler dès maintenant. Vous pouvez commencer à essayer tout de suite. Vous pouvez commencer à faire des plans dès maintenant parce que vous n'y êtes pas encore. Nous créons notre propre réalité. Donc ce sera vrai pour moi. Je dis que tu vas t'en sortir et tu seras inarrêtable.
Tu es dos au mur, tu as du travail à faire. Allez, on y va. Tu veux changer les choses, tu dois changer ta vision de qui tu es. Commence à te raconter une autre histoire. Et l'histoire que tu te racontes à propos de toi-même, ça fait toute la différence. C'est bien plus grisant de mourir pour sa propre cause que pour celle de quelqu'un d'autre. Ayez toujours cette conviction. Si tu veux réussir dans n'importe quel domaine de la vie, ne te fixe jamais un objectif sans faire aussitôt quelque chose qui t'engage à l'atteindre. Sois capable de plonger au fond de ton âme et de te rappeler pourquoi tu es venu sur Terre. Tu n'es pas venu pour te conformer docilement au statu quo. Tu n'es pas venu simplement pour t'adapter à ce qui t'a été imposé. Tu es venu pour transformer ta vie. Réveille-toi à nouveau et souviens-toi de l'appel de ton âme. Et ensuite, sois au service avec une générosité débordante, en faisant du don ta quête de chaque jour. Et tu découvriras par la loi que l'univers, par la loi, t'apportera tes missions chaque jour. Adopte le mode d'être authentique. Et cela revient à refuser de participer au mensonge, à la tromperie et au mensonge. Orienter ton discours autant que possible vers la vérité et assumer la responsabilité de ta propre vie et peut-être aussi de celle des autres. Et il y a quelque chose là-dedans qui est porteur de sens, de responsabilité et de noblesse, mais qui sert aussi à atténuer la souffrance même qui produit, disons, le nihilisme ou la fuite dans les bras des totalitaires dès le départ. La faim qui ne disparaît jamais. Cette faim d'être davantage, de faire davantage, de donner davantage qui ne cesse jamais. Écoute, quand tu commences à décider qu'il est temps de changer, tu devras peut-être utiliser 5, 4, 3, 2, 5000 fois par jour. Parce que tu dépasses le doute de soi, tu dépasses la procrastination, tu dépasses la résignation et tu dépasses la peur, encore et encore, sans cesse. Si tu utilises 5, 4, 3, 2, 1 et que tu dépasses tout ce qui t'arrête en ce moment, parce que toi, c'est ton année, c'est le moment où tu vas changer. À un moment donné, quelque chose va faire tilt et l'élan va s'installer. Soudain, le changement ne fera plus peur et sera déjà là. Arrête de te juger à travers le prisme d'un instant et commence à te juger à travers le prisme de 10 ans. Si tu réfléchis à toi-même par décennies, tu vas halluciner. Donc, si tu as honte aujourd'hui de là où tu en es, ne te compare même pas à hier, ce qui ne va peut-être pas t'apaiser ni t'encourager à avancer. Pense à il y a 10 ans. Mais si tu repenses à où tu étais il y a 10 ans, il y a de grandes chances que tu sois impressionné par tout le chemin que tu as parcouru. Et donc, c'est comme, d'accord, alors je vais juste porter mon regard 10 ans dans le futur et commencer à me demander, qu'est-ce que je devrais faire pour être à un endroit où je serai impressionné par rapport à là où je suis aujourd'hui? La fierté que je vais construire reposera en fait sur ma volonté de regarder en face le fait que je ne suis pas bon en ce moment, aujourd'hui. Nous sommes le plus vivants, nous avons le plus d'énergie, nous sommes le plus proches du meilleur de nous-mêmes lorsque nous progressons vers notre grande mission. Je pense que ce qui s'est passé sur la planète en ce moment, c'est qu'il y a eu une grande séduction et un grand lavage de cerveau. Quand nous sommes enfants, nous voulons être astronautes, nous voulons réaliser tous nos rêves et nous sommes pleins de curiosité et nous sommes affectueux. Nous sommes passionnés, forts et authentiques. Mais en quittant l'enfance, commence l'hypnose et le lavage de cerveau.
soyez raisonnables. C'est donc notre nature, mais nos parents nous imposent des limites fondées sur leur propre psychologie limitée. Et ne chante pas trop fort, ne rêve pas trop en grand, ne sois pas trop passionné. En nous éloignant de nous-mêmes, nous nous sommes refermés. Il s'agit désormais surtout de rester en sécurité, plutôt que de sortir et de laisser briller notre génie instinctif. Et beaucoup de gens ont simplement enfoui au plus profond d'eux-mêmes cette douleur de la déception et leurs doutes. Et ils sont simplement accros à la distraction et à l'évasion parce qu'ils ne veulent pas faire face à leur potentiel qu'ils ont nié. Avant de pouvoir être un peintre capable de peindre au-delà du simple souvenir, tu dois d'abord acquérir cette maîtrise acquise par la discipline. Et beaucoup de cela, c'est de la répétition douloureuse et un travail acharné et pénible. C'est le sacrifice du présent pour l'avenir. Une fois que tu y arrives, tout s'ouvre à toi. Presque tout ce que tu apprends à apprécier fonctionne ainsi. Pendant que tu apprends ces règles, la probabilité que tu aies une quelconque liberté créative ou une quelconque aisance avec les règles est très faible. Tu es un parfait débutant. Et même dans une certaine mesure, toute créativité que tu pourrais avoir devra être réprimée pendant que tu passes par ce goulot d'étranglement. Mais si tu arrives à le traverser, alors quelque chose d'immense s'ouvre de l'autre côté. D'abord, restreins-toi, puis ouvre-toi davantage. N'importe qui, pas seulement les Navy SEALs, mais toute personne capable d'accomplir quelque chose de difficile. La seule différence, c'est qu'ils veulent vraiment être là. Il y a des gens qui sont inspirés et cette inspiration les pousse à essayer de faire quelque chose. Mais l'inspiration, je regarde un film sur des durs à cuire, tu es inspiré, mais dès que tu n'es plus dans cet environnement et que tu fais réellement ce qui t'a inspiré, la galère devient bien réelle. L'une des vraies raisons pour lesquelles nous ne faisons pas les choses qui nous effraient, c'est parce que nous avons peur d'être jugés. Alors pour devenir intrépide, pourquoi ne pas trouver un moment chaque jour pour s'entraîner à le devenir ? Arrête de résister, je t'encourage, arrête de résister à l'élan naturel d'une performance d'exception. Arrête de résister aux saisons naturelles de la vie. Mais il y a quelque chose. Plus quelqu'un le poursuit, mieux je me porterai. Plus cela va me pousser vers mes objectifs. Et cette chose, c'est « et si quelqu'un a une meilleure réponse, je la prendrai ». Mais la seule façon de construire ton ego qui soit vraiment antifragile que j'ai trouvé, c'est d'être celui qui apprend. Reconnais quand tu as tort. Regardez ton objectif et remonter à rebours pour te demander « est-ce que ce que je fais me rapproche vraiment de mon objectif ou pas ?» La question n'est pas de savoir si ça me fait me sentir bien dans ma peau, si j'ai raison ou si je suis intelligent. Est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Et si c'est le cas, alors tu le fais. Et si ce n'est pas le cas, alors tu ne le fais pas. Il vaut mieux vivre courageusement que lâchement. Mieux vaut vivre dans la vérité que dans le mensonge. Et tu peux le dire aussi parce que c'est aussi ce que tu dis aux personnes que tu aimes. Et nous savons que tu dois prendre tes foutues responsabilités et aller de l'avant. Tout le monde le sait. Cela fait partie de notre nature morale intrinsèque. Et cette nature est là. La plus grande peine de cœur, c'est de ne pas être fidèle à soi-même. Il y a quelque chose en quoi je crois, c'est que l'instinct est bien plus puissant et sage que l'intellect. Et je pense que lorsque nous faisons tous confiance à notre instinct, dans un monde qui dit que l'intellect et la logique sont tout, on découvre que le destin ne frappe pas à la porte, il murmure. Donc ce n'était pas une révélation soudaine, tu sais. C'était juste, je pense, quand tu commences à faire confiance à ton instinct et à toi-même plutôt qu'au monde et que tu mets un peu de côté l'opinion des autres, la synchronicité commence à se manifester de plus en plus et ces portes que tu es censé franchir commencent à se présenter à toi. Mais si tu veux avoir la passion de réaliser quelque chose de grand, de provoquer un grand changement, il faut que ce soit quelque chose en quoi tu crois au-delà de tout doute raisonnable. Il faut que ce soit quelque chose que tu dois absolument réaliser. Demande-toi, veux-tu en savoir plus sur ce sujet que quiconque? Tu devras surpasser tout le monde pour être excellent et tenir ta promesse.
c'est l'exigence éthique de l'existence individuelle au sens propre. C'est de toujours remarquer que tu n'es pas ce que tu pourrais être, d'en prendre la responsabilité et de t'engager corps et âme à atteindre cet idéal.